Vous pouvez nous parler un peu de l'alchimie de Montpellier, de ce qui a été. Alors l'alchimie à Montpellier, c'est une histoire, c'est, on peut dire, une ville alchimique. Dans tous les coins de Montpellier, depuis le Pérou avec l'eau pontique, dans l'aqueduc, l'eau pontique et le château d'eau, on a partout le symbole, le souvenir de l'alchimie. Donc c'est le Pérou. Avec le Pérou, on descend petit à petit et on descend par la place, dite la place de l'œuf, Oui. qui est la place de la Comédie, et on descend jusqu'au Lès. Et c'est donc l'eau qui est amenée à Montpellier, qui passe par le château d'eau, qui est distribué, et qui ensuite va au Lès et reprend son cheminement vers la mer. Voilà un peu ce côté de... Les symboles alchimiques de Montpellier, oui. Ben, quand on part, ben, je l'ai dit en départ, l'eau, qui est à la base de l'alchimie, arrive au château d'eau, et là vous avez la grande promenade du Pérou. Et quand vous arrivez à l'entrée du Pérou, depuis l'Arc de Triomphe, vous avez deux statues à l'entrée. Et ces statues représentent chacune un lion avec un gamin, un jeune garçon, qui est sur le lion. Et ça, c'est un grand symbole alchimique, le lion rouge et le lion vert. Alors ça, le lion rouge et le lion vert, on rejoint avec une temps le symbole alchimique du rouge et du vert, avec l'idée que le vert contient le rouge. Alors ça, le vert contient le rouge, bien sûr, c'est tout à fait ésotérique, c'est alchimique, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Quand on a un bouton de rose rouge qui est arrivé à sortir de la tige, ce bouton, il est vert. Et quand il s'ouvre, il contenait le rouge. C'est vrai que le vert contient le rouge. Et le symbole des garçons sur les lions, c'est-à-dire que le lion, c'est la force de l'alchimie, on pourra en parler pendant longtemps. Et pour faire de l'alchimie, ça paraît très compliqué, mais en fait, les alchimistes disent bien que si on veut arriver à travailler sur la matière, il faut en même temps travailler sur soi, on ne fait pas l'un sans l'autre, et quand on fait ce travail d'alchimiste, pour pouvoir entreprendre, il faut avoir l'innocence de l'enfant. La force de l'alchimie, qui est aussi importante que la force de lion, ne peut être non pas domptée, mais apprivoisée, comme plus tard le dira Saint-Exupéry, apprivoisée uniquement par l'âme de l'enfant, et non pas par le fouet d'un dompteur. Donc voilà encore un grand symbole alchimique à l'entrée de Montpellier, par le nord. Et à côté du Pérou, un peu en contrebas, on a en descendant le boulevard Henri IV, on a sur la droite la faculté de médecine. La faculté de médecine qui était à côté de la cathédrale Saint-Pierre, parce que c'est le clergé qui avait commencé à organiser les études des étudiants en médecine, avec Benoît, tous les évêques célèbres à Montpellier. Et nous avons donc, en descendant le boulevard Henri IV, sur la gauche, il y a le jardin des plantes. Un jardin des plantes qui a été toujours entretenu et qui a été créé à l'époque d'Henri IV. Et Henri IV savait très bien qu'à la faculté de médecine, on travaillait l'alchimie. Ça faisait partie du programme. On travaillait l'alchimie. D'ailleurs, quand on va dans le hall de l'entrée de la faculté de médecine, il y a toute la liste des grands alchimistes. Raymond Lulle, Arnaud de Villeneuve, etc. quoi. Et on travaillait à l'alchimie. Et pour travailler à l'alchimie avec la méthode humide, puisqu'on a la méthode humide et la méthode solaire, le feu et l'eau, toujours, avec la méthode humide, on avait besoin de plantes. On appelle ça la spagérie. Et la spagérie, on descendait le boulevard Henri IV, donc
à côté de la faculté de médecine, il y avait le grand jardin des plantes où les étudiants avaient toutes les plantes qui leur étaient nécessaires pour travailler à l'alchimie. Donc voilà, on a déjà des symboles de l'alchimie Eh oui. en grande quantité. Puis alors si on va dans le cœur de Montpellier, il y a des quantités de noms de l'alchimie. Dans l'alchimie, il y a pour la naissance de l'univers, la naissance de tout ce qui est petit et va croître, il y a l'œuf. Donc tout commence par un œuf. Et en descendant, devant le théâtre, il y a la place avec dessiné un œuf. Alors maintenant, il y a un œuf qui est à peine dessiné, qu'on ne voit pas pratiquement, parce qu'on peut dire que Montpellier, tout ce que je vous dis, c'est l'âme de Montpellier, Oui. qui est perdue actuellement, Oui. presque. Donc quand on arrive à cet œuf, l'œuf était en relief. On avait les tramways dans ma jeunesse qui tournaient autour de l'œuf. Et l'œuf, il y avait une légende, une prophétie, et comme on prête qu'aux riches, on disait que c'était une prophétie de Nostradamus. Il faut savoir que Nostradamus a fait ses études à la faculté de médecine de Montpellier, et il a eu son diplôme à Montpellier. Il était médecin donc. Donc, on prêtait à Nostradamus une prophétie qui disait que lorsque on casserait l'œuf, la ville exploserait. C'est une légende, une prophétie qui courait, c'était une tradition, ça se transmettait, et bien sûr, comme c'était l'explosion de la ville quand on casserait l'œuf, les Montpelliérains étaient attachés à l'œuf, qu'on n'y touche pas. Donc on l'a modifié plusieurs fois à la place, etc. On n'y touchait pas. Mais puis il y a eu la guerre. Et je me rappelle que dans les années d'occupation, ça faisait souvent parler dans les conversations cette prophétie. Qui sait si l'œuf ne sera pas bombardé? Et on craignait que l'œuf soit détruit et que la ville suive. Et on le craignait, et puis la guerre est passée. La guerre est passée et l'œuf était toujours entier. Il ne s'était rien passé. Et beaucoup de gens, bien sûr, plaisantaient sur une prophétie qui avait été ratée. Complètement. Et dans les années 60, 62, 63 par là, on a fait un souterrain sous l'œuf, on a cassé l'œuf pour faire un parking. Et quand on a cassé l'œuf pour faire un parking, c'est l'époque où beaucoup de gens ont émigré depuis l'Afrique du Nord. Donc, le Midi Libre, je m'en souviens très bien, quand on faisait le parking après avoir cassé l'œuf, le Midi Libre a mis un grand titre, explosion démographique à Montpellier. Montpellier a explosé démographiquement. Ouais. Et il faut dire, c'est vrai, depuis cette époque-là, c'est plus la même ville. C'est tout à fait différent. Donc des vestiges, on en trouve en quantité encore, et plus tard, quand on a agrandi Montpellier vers le sud, on a fait, il y avait le polygone, on a fait Antigone, et Antigone, les gens qui ont fait ça avaient quand même des connaissances historiques, notamment le maire de l'époque, Georges Frêche, qui était un érudit sur le plan de l'histoire et de l'histoire de Montpellier, et Georges Frêche a tenu à ce que la place où arrivait l'eau soit la place du Nombre d'Or, encore l'alchimie. Et les architectes avaient prévu que l'avenue qui descend de la place du Nombre d'Or avec l'eau qui venait donc de l'eau pontique et qui partait vers le l'est, cette avenue soit avec des bords qui se rejoignaient dans un petit canal au milieu. Et ce canal au milieu, c'était indispensable pour évacuer tout le côté négatif des vibrations. Oui. Or, on a fait le canal, on n'a jamais mis de l'eau. Ouais, c'est pour ça qu'on a tout perdu déjà. Eh oui. Et on peut se rendre compte que dans cette avenue qui mène donc au grand hôtel de la région, quoi, hein, il n'y a jamais eu de l'eau qui descendait là-bas, mais les quelques commerces qui se sont montés de part et d'autre, ça n'a jamais marché.
Il n'y a jamais beaucoup de commerce sur l'avenue qui mène Ouais, là-bas. ouais. Ouais. Et puis le lait, c'est parti. Voilà quand même des petits mystères de Montpellier qui sont intéressants.